Système de conversion d'énergie éolienne, chapitre 1, les différentes sources d'énergie électrique. On va commencer par définir l'énergie. Qu'est-ce qu'une énergie? L'énergie est une mesure de la capacité d'un système à faire un travail et produire des actions, comme par exemple produire un mouvement, produire de la chaleur ou bien produire un rayonnement. Pour mieux comprendre, on va examiner ce système. Ici, nous avons l'énergie cinétique de l'eau qui va être transformée en une énergie mécanique qui va faire tourner cette turbine. Donc, nous avons création d'un mouvement à partir de l'énergie cinétique de l'eau. Cette turbine va transformer à son tour cette énergie mécanique en énergie électrique qui va produire un rayonnement dans la lampe. Donc, nous avons production d'un rayonnement à partir de l'énergie électrique. Donc, en plus du rayonnement, nous avons aussi création de la chaleur par effet Joule. Donc, l'énergie électrique peut aussi produire de la chaleur. Donc, pour résumer, l'énergie, donc, elle peut être transférée d'un système vers un autre, du robinet vers la turbine, vers la lampe, et elle est transformée d'une forme à une autre, c'est-à-dire transformée d'une énergie cinétique vers une énergie mécanique, puis vers une énergie électrique, vers une énergie de rayonnement et une énergie thermique. Donc, pour résumer, selon la loi de la conservation de l'énergie ne peut pas être créée ni détruite, elle ne peut être que transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un endroit à un autre ou bien d'un système vers un autre. Et comme dirait le célèbre chimiste et philosophe Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comme on a expliqué, l'énergie se transforme d'une forme vers une autre. Ici, on va voir donc, les exemples de conversion de l'énergie les plus fréquentes. Nous avons par exemple l'énergie de mouvement, l'énergie mécanique, qui va être transformée en une énergie électrique grâce à l'alternateur. L'énergie électrique transformée en énergie mécanique grâce au moteur. L'énergie chimique va être transformée en énergie électrique grâce à la pile. Donc, c'est la réaction d'oxydoréduction dans la pile. L'énergie électrique, elle est transformée en énergie lumineuse dans une lampe. Unité de mesure de l'énergie. Dans le système international, l'énergie se mesure en joules. L'énergie est fréquemment mesurée en utilisant d'autres unités que le joule, telles que la TEP, le kilowattheure, la BTU, les calories, ainsi de suite. Sachant que la TEP, c'est la tonne d'équivalent pétrole qui permet de mesurer l'énergie calorifique d'une tonne de pétrole. Ici, dans ce tableau, donc, on va voir une conversion entre ces unités de mesure. Nous avons par exemple le kilowattheure, donc, qui est généralement utilisé pour la mesure des factures d'électricité. Cependant, il faut faire la différence entre le kilowattheure, qui est une unité de mesure de l'énergie, et le kilowatt, qui est une unité de mesure de la puissance, sachant que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc, 1 kilowattheure est égal à 3,6 mégajoules. Nous avons aussi la TEP, la tonne équivalent pétrole, généralement utilisée pour la mesure de l'énergie dans les carburants. Une TEP, elle est équivalente à peu près à 11 600 kWh. Un baril de pétrole, donc qui a pour volume 159 litres ou bien pour masse 140 kg, est équivalent à 1700 kWh. Nous avons aussi la BTU, la British Thermal Unit. Une BTU, c'est 252 calories ou bien c'est 1050 joules. Classification des énergies. Les énergies peuvent être classées en deux grandes catégories selon leurs ressources, soit des énergies non renouvelables ou bien des énergies renouvelables. Pour les énergies non renouvelables,
à part l'énergie nucléaire qui a pour origine l'uranium fissile et qui est considérée dans certaines références comme une énergie renouvelable du fait que les réserves d'uranium sont inépuisables à l'échelle humaine, le reste des ressources, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon, sont issus du processus de fossilisation des arbres, des végétaux et des organismes vivants sur une période d'une centaine de milliers d'années. Donc, le charbon, le pétrole et le gaz sont en quantité limitée et mettent beaucoup de temps à se régénérer. C'est pour cela qu'on les appelle énergies non renouvelables ou bien ressources non renouvelables. Et du fait de leur consommation constante et régulière, les réserves s'épuisent. Ils ont aussi l'inconvénient de libérer des gaz à effet de serre, notamment le CO2, pendant leur combustion, donc qui est un gaz un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Donc ce sont des ressources polluantes. Donc, du fait qu'ils sont épuisables et polluants, on s'est tourné vers des énergies renouvelables et plus ou moins propres. Et parmi ces énergies renouvelables les plus communes, nous avons l'énergie solaire, photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique et la biomasse qu'on va voir en détail par la suite. Donc, pour résumer, les énergies non renouvelables, ce sont des énergies qui disparaîtront un jour à cause de l'exploitation humaine, car les stocks sur Terre sont limités. Nous avons le nucléaire, le charbon, le gaz et le pétrole. On va voir maintenant la production de l'électricité à partir des combustibles fossiles et nucléaires, c'est-à-dire à partir des ressources non renouvelables. On va commencer par la centrale thermique à flamme. Dans une centrale thermique à flamme, l'eau liquide est chauffée à l'aide d'un combustible fossile, que ce soit du pétrole, du gaz naturel ou bien du charbon, et se transforme en vapeur d'eau dans la chaudière. Cette vapeur d'eau sous pression va se déplacer vers le circuit de refroidissement où elle sera condensée en eau liquide et va rester dans un circuit fermé. Le déplacement de cette vapeur d'eau sous pression va faire tourner la turbine de l'alternateur et va produire de l'électricité. La combustion du combustible fossile à l'aide de l'oxygène de l'air va produire de l'eau et des gaz à effet de serre qui vont polluer donc l'atmosphère. On va passer maintenant à la centrale thermique nucléaire. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire on va chauffer une vapeur d'eau, on va chauffer de l'eau qui va se transformer en vapeur et qui va se déplacer donc pour faire tourner la turbine de l'alternateur pour créer de l'électricité. La seule différence ici, c'est que le combustible utilisé est de l'uranium fissile. Donc, la réaction de fission, donc elle va se produire dans le réacteur. En effet, donc la fission des atomes d'uranium-235 produit une très grande quantité de chaleur dans le réacteur qui va chauffer l'eau du circuit primaire. Donc ça, c'est le circuit primaire qui est donc indépendant des autres circuits. Et le transfert de chaleur entre le circuit primaire et l'eau du circuit secondaire va donc chauffer l'eau du circuit secondaire et se transformer en vapeur pour avoir après le même processus. Et pour le circuit donc de refroidissement, qui est le circuit tertiaire, donc il contient une eau issue de la mer ou bien des fleuves à côté qui va être refroidie en contact de l'air dans ces tours-là qu'on appelle aéroréfrigérants. Il faut savoir donc que les trois circuits sont étanches et ils sont indépendants les uns des autres. Et là, on remarque que l'énergie nucléaire, donc, elle ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc, elle est moins polluante que les autres énergies non renouvelables.
Avantages et inconvénients des énergies fossiles. Les énergies fossiles ont divers avantages et inconvénients selon leur nature. Pour le charbon, il a l'avantage d'être assez bien réparti sur la planète et se trouve en très grande quantité. Mais parmi ses principaux inconvénients, il y a son coût d'exploitation très élevé et la pollution qu'il génère. Pour le pétrole, à l'instar du charbon, il est disponible presque partout sur le globe. Son rendement énergétique est très important. Il permet de produire un grand nombre de produits dérivés tels que les plastiques, les engrais, le gaz méthane, les gaz méthane et propane, l'essence, ainsi de suite, dont l'humanité ne peut pas encore se passer. Mais parmi ces inconvénients majeurs, on peut citer le fait qu'il soit très polluant, que ce soit pour l'exploitation ou l'utilisation, et que son prix ne cesse d'augmenter et qu'il soit aussi à l'origine de nombreux conflits à travers le monde. Le gaz naturel, quant à lui, est très facilement exploitable. Il est disponible en grande quantité, ne nécessite aucune transformation pour être utilisé et ne pollue pas énormément par rapport aux autres sources d'énergie fossile. Mais son principal défaut est sa dangerosité, c'est-à-dire les explosions sont fréquentes aussi bien au niveau industriel que domestique. Dans l'ensemble, les énergies fossiles ont l'inconvénient commun d'être présentes en quantité limitée sur Terre et ne sont pas renouvelables. Ce ne sont donc pas des énergies sur lesquelles nous pourrons compter indéfiniment. Pour les avantages de l'énergie nucléaire ne rejette pas de CO2 comme on a expliqué, mais seulement de la vapeur d'eau. Elle permet donc de lutter contre le réchauffement climatique et réduit l'effet de serre. Le nucléaire permet également d'économiser les ressources naturelles de la planète telles que le pétrole, le gaz et le charbon. L'énergie nucléaire est quasi inépuisable, certains parlent même d'énergie quasi renouvelable, car les ressources en uranium ne sont pas près d'être épuisées et que le combustible d'une centrale est la plupart du temps recyclé pour être réutilisé dans des centrales plus spécifiques. Pour les inconvénients du nucléaire, nous avons les déchets radioactifs qui posent de très grands problèmes. Ils sont maintenus en surface et menacent les générations futures car leur radioactivité diminue de façon très très lente. Les matières nucléaires sont transportées sous de nombreuses formes physiques, que ce soit sous forme de gaz, poudre, liquide, assemblage métallique, et utilisent aussi bien les trains que les camions, les cargos et même les avions, et ce transport de matière si dangereux n'est pas sans risque. Les mesures de sécurité nécessaires dans une centrale nucléaire coûtent très cher. La durée de construction d'une centrale nucléaire est de 10 ans et sa durée de fonctionnement n'est que de 30 à 40 ans. Une centrale nucléaire nécessite la présence d'une rivière ou d'un fleuve afin de refroidir le réacteur, comme on a expliqué par rapport au circuit tertiaire. Donc, l'eau qui en ressort est réchauffée, ce qui peut détruire donc la faune. La surcharge du réacteur peut provoquer l'explosion de la centrale. En effet, plusieurs accidents ont eu lieu dans tout le monde et les conséquences qui en résultent ont été très graves. Se tourner vers des énergies plus propres. Le changement climatique et la diminution des ressources fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, sont maintenant bien présents dans tous les esprits. Il est donc nécessaire de changer nos habitudes pour mettre en avant d'autres procédés et d'autres techniques moins polluantes et venant de ressources abondantes et inépuisables dont l'origine est le soleil. Et parmi ces énergies renouvelables pour la production de l'électricité, nous avons l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie marine, l'énergie biomasse, l'énergie éolienne, la géothermie et l'hydraulique.
On va commencer par l'énergie photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité au sein de matériaux semi-conducteurs comme le silicium recouverts d'une mince couche métallique. Ces matériaux photosensibles ont la propriété de libérer leurs électrons sous l'influence d'une énergie extérieure, c'est-à-dire l'énergie du photon. C'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. C'est-à-dire, pour résumer, donc le matériau semi-conducteur qui est le silicium dopé pour créer la jonction PN, sous l'effet du photon électrique, donc le photon électrique il va être absorbé par ce semi-conducteur, nous allons avoir donc création d'un champ électrique au niveau de cette jonction. Donc nous allons avoir une différence de potentiel qui va permettre donc la circulation des électrons libérés par ces semi-conducteurs dans un circuit extérieur, donc pour créer donc de l'électricité dans un circuit extérieur. Donc ces pièces métalliques qui sont là donc, servent à collecter donc, ces électrons qui sont libérés à partir de ces semi-conducteurs sous l'effet de l'absorption de ces photons. Pour l'énergie marémotrice consiste à exploiter l'énergie issue des marées dans des zones littorales de fort marnage. Le marnage, c'est la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse. Le principe de fonctionnement repose sur la dénivelée créée par l'amplitude des marées pour remplir le réservoir, donc voilà le réservoir, et créer de l'électricité. Et lorsque la marée donc, est basse, le fonctionnement est inversé et l'électricité est créée dans l'autre sens. C'est-à-dire, en gros, donc la différence de niveau d'eau entre ces deux côtés donc, va favoriser donc, la circulation des courants d'eau dans un sens ou dans un autre selon si la marée est haute ou bien basse. Et ce mouvement d'eau donc, va faire tourner la turbine de ce générateur. L'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique est le plus souvent fournie par des chutes d'eau provoquées par l'ouverture des vannes dans un barrage fermant un réservoir d'eau. Donc voilà le barrage qui renferme donc une quantité d'eau. Donc l'ouverture des vannes vont permettre donc à l'eau de s'écouler. L'eau descend jusqu'à l'usine le long de conduites forcées. Donc il va prendre le chemin vers le bas, le long de conduite forcée. À sa sortie, elle possède, donc l'eau à la sortie, possède une grande énergie due à sa perte d'altitude qui fait tourner l'immense roue d'une turbine. Donc celle-ci entraîne un alternateur qui produit un courant électrique. L'énergie géothermique. Dans les profondeurs de la Terre règne une chaleur extrême qui réchauffe les roches de la croûte terrestre ainsi que l'eau et la vapeur qu'elles contiennent. La géothermie est l'utilisation par l'homme de cette énergie. Donc c'est la récupération de cette énergie sous forme de vapeur. La vapeur d'eau récupérée est utilisée pour chauffer les bâtiments ou faire tourner une turbine pour produire de l'électricité grâce à un générateur. L'énergie biomasse. L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières biomasse telles que le bois, les végétaux, les déchets agricoles, les ordures ménagères organiques ou bien du biogaz issu de la fermentation de ces matières dans des centrales biomasse. Pour finir, nous avons l'énergie éolienne qu'on va étudier tout au long de ce module. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui est
qui dépend du vent. On va voir maintenant l'origine de ce vent. Le Soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différents tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air appelés vents. Cette énergie permet de produire de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce à cette force du vent. C'est-à-dire, en gros, donc la force du vent donc, va faire tourner le rotor de l'éolienne pour créer de l'électricité. On va finir avec les avantages et inconvénients des énergies renouvelables. Commençons par les avantages. Les énergies renouvelables suscitent de plus en plus l'engouement, aussi bien de la part des foyers que des entreprises, et cela s'explique par diverses raisons. Ce sont des énergies propres et donc écologiques et peu polluantes, étant donné qu'ils ne dégradent pas, voire très peu la nature. Ce sont aussi des énergies gratuites, puisqu'elles sont issues de notre environnement. Mais avant d'en profiter, il faut toutefois prévoir quelques frais pour l'installation du système permettant de les exploiter. Ce sont des énergies inépuisables. Le soleil, l'air, l'eau et la géothermie existent en quantité infinie dans l'environnement. Cela signifie qu'une fois le système d'exploitation mis en place, vous pourrez en bénéficier sur plusieurs années, voire indéfiniment, à condition d'entretenir régulièrement le matériel. En ce qui concerne la biomasse, elle est également considérée comme étant une énergie renouvelable, mais attention, la quantité des matières organiques peut être limitée si on ne les renouvelle pas fréquemment. Ce sont des énergies plus sûres car elles engendrent un minimum d'accidents et aussi ce sont des énergies peu polluantes, elles sont recyclables, ne produisent qu'une toute petite quantité de CO2 et de déchets radioactifs. Malgré tous les avantages qu'on avait cités par rapport aux énergies renouvelables, néanmoins, elles ont quelques inconvénients. Le premier, donc, elles sont dépendantes des caprices de la nature. Par exemple, par un temps couvert, l'énergie solaire baisse en performance. En absence de vent, l'énergie éolienne perd également en performance. Leur coût d'installation est assez important. Pour optimiser leur performance, les énergies renouvelables nécessitent un équipement d'exploitation performant qui peut coûter assez cher. Certes, il s'agit d'un investissement, mais la rentabilité peut mettre quelques années avant d'arriver. L'énergie biomasse n'est pas illimitée, donc elle n'est pas adaptée à une exploitation intensive. Elle peut sur long terme engendrer une importante déforestation et une dégradation de la biodiversité. Les éoliennes nécessaires pour l'exploitation de l'énergie éolienne émettent des bruits qui peuvent gêner les habitants et exigent un emplacement dans une zone très venteuse. Leur présence dans le paysage peut également être perçue de manière négative. Les barrages hydroélectriques influent négativement sur la faune car ils modifient leur écosystème naturel.